Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Loïc Guézot. Donc, j'interviens au titre. Déjà, merci pour l'invitation parce que j'ai compris que j'intervenais dans une salle qui n'est pas remplie d'experts du sujet. Donc, c'est toujours intéressant. J'interviens au titre de secrétaire général du CLUSIF. Le CLUSIF, c'est le Club de la sécurité de l'information français. Donc, c'est une association 1901 de référence qui regroupe à peu près 700 participants qui sont tous ce qu'on appelle les responsables sécurité des systèmes d'information, des grands groupes français et de quelques PME de grande taille pour atteindre ce chiffre de 700. Donc j'interviens en tant que secrétaire général du CLUSIF et j'anime en particulier un groupe de travail qui est le panorama annuel de la cybercriminalité, donc qui dresse un bilan sur une base de sources ouvertes de ce phénomène et de cette évolution de société, on peut dire, autour de la cybersécurité. Alors, l'associatif, c'est pas tout. Je suis aussi salarié par une start-up californienne spécialiste de cybersécurité. Et puis, à titre personnel, je fais partie d'une réserve de la police nationale qui est spécialisée en cybermenaces. Donc, je suis référent cybermenaces auprès de la direction centrale de la police judiciaire. Alors, la cybersécurité, est-ce que ça parle à quelqu'un de façon claire ? Oui, non. Bon, a priori, vous gardez les réponses pour vous. En fait, la cybersécurité, c'est un néologisme. C'est un buzzword qu'on voit maintenant à peu près partout, y compris quand on parle de bâtiments connectés. Alors, je regarde l'heure parce que je n'ai pas regardé. Quand on parle de bâtiments connectés, quand on parle d'objets, etc. Fondamentalement, c'est tout ce qui permet les moyens, les actions, la gouvernance, les process, de protéger l'information et les systèmes d'information qui sont derrière. Il y a le côté matériel, il y a évidemment le vol d'ordinateur, mais il y a aussi et surtout le côté immatériel, donc la protection de la donnée et toute la valeur qui est autour de la donnée. Alors c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. L'objectif, c'est d'assurer la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité et la traçabilité de nos systèmes d'information. Ça fait à peu près 50-60 ans qu'on parle de ces sujets-là sous le nom de sécurité des systèmes d'information. Là où ça devient un petit peu nouveau, alors évidemment, c'est aussi certifiable. On peut avoir une certification sécurité. Donc ça, c'est un des premiers messages. Si vous êtes acheteur, si vous êtes préconisateur, essayez de voir dans quelle mesure votre sous-traitant comprend simplement ce mot ISO 27001. Est-ce que dans ce qu'il va vous fournir, il y a un tampon ISO 27001 ? C'est-à-dire qu'il fait un minimum d'effort pour la cybersécurité de la solution qu'il va proposer, que ce soit un logiciel ou que ce soit un bâtiment connecté. La question est la même. Alors aujourd'hui, il y a un deuxième néologisme et qui est peut-être plus intéressant pour vous, c'est ce qu'on appelle la cyberdéfense. Donc c'est la cybersécurité appliquée aux opérateurs d'importance vitale. Donc c'est la cybersécurité appliquée aux usines, aux industries lourdes, à tout ce qui est vraiment secteur historique des intérêts vitaux de la nation. Si jamais ces systèmes s'arrêtent, la nation peut être mise en péril. Aujourd'hui, on intègre le risque cyber jusqu'à la protection de ces systèmes. Et là, c'est intéressant parce que là, on est bien en avance puisque c'est l'agence nationale, ça marche pas. Bon, puisque c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui édicte les règles de protection pour ces systèmes. Mais on voit qu'à ce niveau, on commence à prendre en compte tous les systèmes connectés qui sont l'IoT d'aujourd'hui, l'IoT de demain, pour vous, très démocratisé dans vos bâtiments, les capteurs, les sondes, etc., etc. Et toute la donnée qui va avec en arrière. Alors l'état de la menace, il y a toujours plusieurs façons de voir les choses. Je vous donne des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, des dizaines de milliards d'attaques, d'événements, voilà, et on n'y comprend rien. Enfin, en tout cas, moi, j'y perds mon latin. Donc, je préfère prendre une vision qui est un peu plus rade et pâquerette, je vais dire, mais qui a un avantage, c'est qu'elle est officielle. Donc, il y a maintenant une visibilité du risque de la cybermenace au niveau du ministère de l'Intérieur. Et vous avez eu un rapport 2019, alors bon, c'est un peu loin, mais non, vous avez des écrans là-haut, donc qui a été publié en juillet 2019 et qui vous permet de voir l'état de la menace tel que vu par le gouvernement aujourd'hui, et le ministère de l'Intérieur en particulier. Donc il y a 3 mots-clés qui résument un peu l'état de la menace, mais de façon extrêmement précise. On a aujourd'hui des grosses attaques par rançongiciel. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui va capturer, prendre en otage les données de votre système d'information. Donc ça peut être un PC qui se retrouve bloqué
avec un message qui dit « Vous devez payer », donc une rançon, et en échange du paiement de cette rançon, on va vous libérer vos données, on va vous déchiffrer vos données. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit qui est arrivé progressivement sur les 3 dernières années, et je vais donner quelques exemples de ce qui se passe aujourd'hui sur l'échelle du rançongiciel. Alors après, il y a un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle du sextorsion. Donc là, c'est vous recevez un message qui vous dit « J'ai pris le contrôle de votre PC ou de votre équipement informatique, j'ai utilisé la caméra et je vous ai filmé dans des conditions que vous n'aimeriez pas qu'on rende publiques. » Donc là, c'est une autre façon de vous mettre une pression pour vous faire payer. Là, c'est plus des cibles personnelles, on vise moins les entreprises, mais ça peut rentrer dans l'entreprise puisque ça tape, entre guillemets, qu'on dit, ça tape large. Et puis, le récurrent, c'est la cybercriminalité financière. Donc, toujours, les services financiers et tout ce qui est annexe aux services financiers sont ciblés par ces malwares, donc ces logiciels malveillants bancaires, dont l'objectif est de générer des virements, de transformer cette action cybermalveillante en argent sonnant et trébuchant. Et là, on peut donner d'autres séries de chiffres. On tombe effectivement sur des milliards de dollars. Donc, il y a un chiffre qui est sorti la semaine dernière sur des arnaques de type fraude au président. Donc on vous envoie un message avec beaucoup de pression pour que vous fassiez un virement parce que le président est en déplacement et qu'il y a besoin de payer pour une joint venture ou quelque chose. Le comptable de la boîte finit par faire un virement et tout ça cumulé, vu du FBI, donc c'est aux US, c'est 26 milliards à juillet 2019. Donc voilà l'état de la menace. Donc ça cible du grand public, des entreprises et il y a beaucoup de financiers en jeu derrière. Alors, on peut avoir des visions qui sont beaucoup plus techniques. Donc là, je pense que je ne vais pas développer vu l'écho que j'ai eu quand j'ai sondé un peu sur votre niveau de cybersécurité. En tout cas, c'est un sujet qui, si vous rentrez dans le technique, devient extrêmement complexe. Donc, il faut surtout, dans vos démarches cybersécurité, dans votre vie de tous les jours, ne pas vous noyer dans ces aspects techniques et rester vraiment, en tant que, j'imagine, donneur d'ordre majoritairement dans cette salle, à un niveau de gouvernance et d'imposer des contraintes de cybersécurité sur vos fournisseurs et de ne pas vous perdre vous-même dans ces détails. Alors, bâtiments connectés, on va parler d'objets connectés, de capteurs, etc. etc. Il y a une petite prédiction sous une forme humoristique, comme j'ai vu l'emploi d'Indibert par le monsieur du CEA tout à l'heure. Il y a un peu le même genre de choses. Là, on a eu l'imagination de l'auteur sur ce que sera la maison de demain ou le bâtiment de demain. Donc il y a des capteurs intelligents partout. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de rébellion de ces objets connectés et donc ils ne fonctionnent plus tels qu'on les a achetés et tels qu'on les imagine designés, mais ils se mettent à hoqueter et à compliquer la vie de l'usager. Alors la porte refuse de s'ouvrir, le grippin demande un virement complémentaire pour fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est un dessin humoristique de 2016, donc ça fait 3-4 ans qu'il a été fait, mais c'est quelque chose qui est déjà très présent dans la science-fiction, donc il y a exactement 50 ans avant, un roman de Philippe Cadic, où on est exactement dans le même cas. On a déjà un objet connecté, c'est une porte avec un monnayeur et qui exige de l'argent supplémentaire pour s'ouvrir et qui refuse et qui se rebelle contre l'humain. Alors, je le présente sous forme humoristique et pour introduire le sujet, parce que ces rançongiciels qui sont la première menace dans la vision du ministère de l'Intérieur aujourd'hui, ils frappent les entreprises. Et autant sur mon premier schéma, je vous ai montré le système d'information, puis après le système d'information étendu avec les objets connectés, les bâtiments, les satellites, les usines, etc. Aujourd'hui, le rançongiciel frappe les usines sur leur système d'information. Donc j'ai pris des cas français, mais ça frappe le monde entier, dans toutes les industries. Et vous avez un premier industriel que j'ai pris en exemple ici, qui est donc Altran, qui est une sorte de R&D externalisée pour tous les grands groupes industriels français. Donc vous imaginez un peu la portée des données qui sont manipulées par le groupe. Et donc il a été victime d'une très grosse attaque avec un rançongiciel en janvier 2019. Donc il a mis plusieurs semaines pour remettre en route ses systèmes d'information. Donc déjà ça c'est très compliqué. Ça veut dire un arrêt de production pour être clair. Et il y a un premier chiffrage qui a été fait immédiatement après, dans le mois qui a suivi, qui disait que voilà, le coût pour l'entreprise, c'est 20 millions d'euros.
Donc déjà, vous pouvez commencer à vous mettre une échelle de risque par rapport à la cybersécurité. La cybersécurité, ce n'est pas que des problèmes d'ordinateur qui ne démarrent pas et on perd 15 minutes. Hein. C'est un arrêt de production d'un grand groupe industriel qu'il faut chiffrer. Donc 20 millions d'euros, un impact, donc communiqué de presse du 5 septembre, donc c'est tout frais. Dans les 5 premières lignes du communiqué de presse des résultats annuels de la société, on a déjà une mention, où est-ce que c'est? Je ne vois pas, voilà, ici. Résultat net ajusté de 64 millions d'euros, en dépit de la cyberattaque. Donc la cybersécurité entre dans le résumé du communiqué de presse des résultats financiers de la boîte. Et puis en bas du communiqué, il y a un paragraphe entier qui explique comment ils ont géré, comment ils ont fait appel à leur cyberassurance. Donc ça, c'est aussi un concept intéressant qu'il faut regarder maintenant. Et là, on ne parle pas juste pour informer les actionnaires, hein. On parle en millions d'euros et on explique, le CEO, le PDG de la boîte, explique comment il a géré ce risque qu'il n'avait peut-être pas vu venir et comment, OK, il s'en est sorti. Bon, ils étaient juste en train de se faire racheter par Capgemini. Ça n'a pas dû simplifier les choses le jour où ça s'est produit. Un deuxième exemple. Donc là, c'est une cyberattaque sur un groupe d'analyse sanguine, en fait, qui s'appelle Eurofins. Là, on est aussi dans un délai de 15 jours. Donc ça veut dire que là aussi, vous avez eu une production qui a été impactée pendant 15 jours. Et puis là, on est vraiment sur un autre sujet. On est sur des données médicales. Donc là, vous avez vraiment une atteinte à la réputation de la société. C'est un labo qui n'est pas capable de protéger les données qui lui sont confiées. Ça pose question. Bon, après, il y a des positions de quasi-monopole qui font que je pense que le business de la société va recouvrer son modèle et son niveau. Mais quand on est sur des cas de sociétés plus petites ou plus critiques, on voit des cas de cessation d'activité. Donc c'est un sujet majeur qui doit être pris maintenant au niveau de votre direction générale. Alors tout ça pour dire que on parle de bâtiments connectés, etc. Donc là, on était en 2019, on est sur des rançongiciels qui sont plutôt sur le système d'information classique, hein, avec déjà des impacts très importants. Mais depuis 2017, il y a eu une bonne prévision de Guillaume Poupard, donc, qui est le directeur général de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui a martelé. Donc le FIC 2017, c'est un des plus grands salons en début d'année de la cybersécurité en France, quoi. Il a martelé que les objets connectés industriels devaient maintenant être la priorité des industriels, des utilisateurs et des fournisseurs. Alors, objets connectés industriels, c'est très large, hein. Ça va du petit capteur à l'usine entière qu'on peut considérer comme un objet connecté industriel. Et ce qui s'est passé, c'est justement en 2017, on a eu 2 attaques majeures, WannaCry et NotPetya. Là, je pense que ça vous dit peut-être un peu plus. En tout cas, ça a mis à l'arrêt des usines entières dans le monde entier. En France, Renault, Saint-Gobain et d'autres ont été touchés. Et là, on ne parle plus de 15 jours d'arrêt, 20 millions d'impact comme pour Altran. Là, on parle de 300 millions pour Saint-Gobain. On parle de 220 millions de pertes de chiffre d'affaires. Ils n'ont pu facturer, pas pu produire, voilà. Et de 80 millions d'impact sur le revenu. Donc on a une facture de 300 millions d'euros. Alors une fois que vous voyez ça, vous voyez bien la tendance. Le système d'information classique, il est déjà ciblé et complètement à risque. Vous voyez bien que l'étape d'après, c'est où est-ce qu'on met du système d'information et pour quelles raisons, mais là la réponse vous la connaissez, pour quelles raisons ce nouveau système d'information ne serait pas atteignable par ces mêmes risques. Où est-ce qu'on met du système d'information aujourd'hui ? Dans les contrôles d'accès, dans les gestions techniques de bâtiments, dans les ascenseurs, dans les clims, partout. Donc vraiment la question, aujourd'hui, je vous la pose, hein, c'est comment vous intégrez la cybersécurité dans vos offres ou dans vos achats aujourd'hui, quand on parle de gestion intégrée de bâtiments intelligents, de smart building. Il est smart tant qu'il fonctionne. Si demain, il se prend une attaque avec un rançongiciel, il sera smart rançonné, si vous voulez, mais il ne fonctionnera plus. Les portes ne s'ouvriront plus, les climatisations s'arrêteront, ou alors les chauffages seront au maximum. Il y aura... et c'est la grosse crainte sur les systèmes industriels, il y aura une possibilité d'atteinte à l'intégrité physique humaine à cause d'une dérive du bâtiment. Si on est sur un site industriel,
On attaque les contrôles de pression, les vannes, etc. Explosion, mort d'homme. C'est malheureusement écrit comme... enfin, c'est écrit, voilà. Alors, ces menaces sur les systèmes industriels, comment elles arrivent dans l'entreprise? C'est là où on va retrouver le workplace traditionnel. Là, on a un exemple, donc c'est un malware. Donc tous les malwares ont des noms incompréhensibles. C'est soit des numéros, soit des noms anglais, voilà. Celui-là s'appelle Lookback. Ne me demandez pas pourquoi, c'est l'industrie qui l'a nommé comme ça. C'est un logiciel malveillant qui a ciblé des fournisseurs, des producteurs d'énergie aux États-Unis, avec une attaque qu'on appelle par phishing, donc des faux mails qui tentent de leurrer la personne pour obtenir des codes ou pour obtenir des informations sur l'entreprise. Donc là, en fait, ils ont envoyé ce type de mail. Ce NC2ES, c'est un organisme de certification professionnelle aux États-Unis qui certifie les opérateurs d'énergie. Donc, les ingénieurs de ces entreprises ont reçu ces mails qui leur demandaient de redonner de l'information et de requalifier leur login mot de passe sur la plateforme de gestion voilà, de ces certifications. Bien évidemment, le mail, il est pour le coup bien fait. Donc vous avez une chance loin d'être nulle, non négligeable, que le destinataire du mail tombe dans le panneau, tape son login et son mot de passe sur cette plateforme, et voilà, ça tombe dans l'escarcelle de l'attaquant, du pirate, qui peut lui-même les réutiliser, se faire passer pour la personne, et ensuite c'est simple, la porte est ouverte, il fait ce qu'il veut dans le système d'information de l'entreprise. Là, il est passé par un mail sur le bureau de l'ingénieur de l'opérateur. Son objectif, c'est d'aller plus loin et ensuite de rebondir jusqu'au système industriel et éventuellement, si c'est un attaquant étatique, parce que là, c'est ce qu'on considère derrière, de faire des dégâts si demain, le pays qui est derrière décidait, par exemple, d'envahir les États-Unis en faisant tomber la production d'électricité juste avant, ça peut faciliter les attaques. C'est des cas qu'on a vus plus près de nous, hein, en 2008, Géorgie, etc. Il y a eu des attaques cyber avant les invasions physiques sur le terrain. Et ben, dans l'environnement de travail aussi digitalisé, numérique et avancé soit-il, le premier vecteur d'attaque simple, aujourd'hui, c'est l'humain. 99% des attaques, y compris les plus compliquées et destructives que je vous ai montrées, ont nécessité une action humaine pour démarrer. Alors, on a parlé de mails malicieux, le phishing. Il y a toute une catégorisation, et là, c'est pas très lisible, mais il y a toute une catégorisation des attaques par le mail. Vous n'imaginez pas aujourd'hui la complexité de la gestion de ces problématiques de mail. Donc, face à ça, il y a une cyberassurance qui est en pleine explosion, au sens positif du terme, hein, ce n'est pas un système industriel qui explose, c'est un nouveau marché. Donc là, vous avez le nombre d'incidents qui ont été déclarés. Donc c'est un exemple que j'ai pris au hasard, c'est AIG au niveau européen. Et là, vous avez les incidents de cybersécurité qui sont déclarés, gérés et donc payés par l'assureur. Donc on part de quasiment rien en 2014. Et là, vous voyez bien qu'on a, dernier chiffre 2018, on a une explosion. Donc ça, c'est le deuxième message clé que je peux vous donner. Vous devez vous couvrir contre le risque cyber. Ça commence par le comprendre et mettre des mesures techniques, organisationnelles, gouvernance en interne chez vous. Mais c'est un risque qui peut avoir un tel impact si vous avez malheureusement une occurrence chez vous, là on parle de millions d'euros, que vous ne pouvez pas ne plus le considérer comme un risque d'entreprise à couvrir comme les autres risques que vous avez couverts, le risque de change, le risque environnemental, etc., etc. Et pourquoi le mail est aussi fortement utilisé par les pirates? Alors maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux, etc. Je mets un peu tout ça dans le même lot. Parce que c'est aujourd'hui le parent faible de l'investissement en entreprise. Il y a des sources qui sont américaines, mais qui sont applicables en Europe et en France. Vous avez Gartner, qui est un des plus gros analystes de la dépense informatique mondiale, qui a segmenté les différents volets possibles d'investissement informatique sur la sécurité. Donc vous avez tout ce qui est infrastructure, réseau, vous avez tout ce qui est poste de travail, et vous avez tout ce qui est navigation web et usage, donc passerelle de messagerie, mail, qui est quand même le vecteur essentiel de communication. Donc aujourd'hui, l'investissement informatique sécuritaire ne touche
l'email qui est à hauteur de 8% de la dépense. Bon, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est rien comparé à un autre chiffre donné par Verizon De Beers. C'est une analyse de toutes les brèches de données les plus grosses qui sont faites, qui sont vues, déclarées dans le monde. Et donc sur 93% de ces attaques, elles commençaient par en fait cibler une personne, donc lui faire cliquer sur un lien, lui faire ouvrir un fichier joint avec une pièce jointe, lui faire donner de l'info, éventuellement par téléphone, en se faisant passer pour quelqu'un de l'administration informatique et de la maintenance informatique. Et puis, au final, 96% par le mail. Donc voilà la situation aujourd'hui. On parle d'environnement de travail numérique, on parle de workplace avec des tas de fonctionnalités de futur qui sont très intéressants et qui sont importants pour le développement de vos métiers, des fonctionnalités, etc. Mais il ne faut pas oublier de regarder sous le capot et un petit peu derrière et ne pas passer à côté de cas comme ça extrêmement parlants. Le vecteur majeur de communication aujourd'hui, c'est le mail et le web, c'est le parent pauvre. Les pirates le savent, toutes leurs attaques, y compris les plus fortes, passent par ce vecteur. On n'est pas loin d'être le 1er octobre. Donc ça, c'est aussi un message, et ce sera le 3e message que vous pouvez passer au sein de vos entreprises. Il y a ce qu'on appelle le cybermois, dans le cadre de la campagne européenne du mois de la cybersécurité. Donc en France, elle est relayée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui fait de l'humour. Ça sert à quoi le cybermois? À protéger ton cybertoit. Bon. Mais en attendant, 3 règles simples, qui sont ce qu'on appelle l'hygiène de base informatique. Appliquer les mises à jour des systèmes et des logiciels, changer les mots de passe et faire des sauvegardes. Et tout ça, ça se décline bien évidemment de façon beaucoup plus compliquée en entreprise, dans le cadre d'une politique de sécurité des systèmes d'information, des outils qui sont mis en place au sein de votre digital workplace, etc., etc. Mais vous pouvez au moins appliquer ces conseils-là à titre personnel. Ça vous permettra d'avoir peut-être un peu moins de soucis avec l'informatique. Donc, je pense que je suis à peu près dans les temps. Ça, ce sera pour après. Je propose de passer, c'est ça, à une séance de questions-réponses. Tout à fait. Merci Loïc pour cet éclairage utile à tous. On voit bien que si la digitalisation, aussi bénéfique puisse-t-elle être, a quand même de nombreuses conséquences. Si vous avez des questions sur l'intervention qui vient de se dérouler, c'est le moment, n'hésitez pas. Oui, bonjour Sarah Chaffé, ISS. C'était juste pour avoir peut-être des conseils pour comment éduquer les employés. Parce qu'on a beau dire, voilà, ne cliquez pas sur tel mail ou tel mail, et à chaque fois, on a quelqu'un dans l'entreprise qui va cliquer, qui va communiquer ses mots de passe ou autres. Et c'était pour avoir des conseils pour éviter ça. Alors déjà, la sécurité à 100% permanente n'existe pas. Il faut bien être dans un état d'esprit que vous allez, votre organisation va se faire pirater et va avoir un problème. Donc l'objectif, c'est de le détecter le plus vite possible pour pouvoir réagir, corriger et empêcher les fuites d'informations ou les destructions de systèmes, etc., etc. Alors effectivement, 99% des attaques ciblent la personne, donc la sensibilisation est super importante. La sensibilisation ne peut pas être une opération à un instant T, et après on laisse la personne en considérant qu'elle est autonome et que c'est de sa responsabilité. Voilà. Ça, c'est pas possible. Une sensibilisation doit être permanente et elle doit s'adapter au contexte tel qu'il est perçu par l'entreprise des attaques qu'elle subit. Donc il faut avoir cette visibilité-là. Donc le premier niveau, c'est de faire une sensibilisation un peu brute de fonderie, un peu la même chose pour tout le monde, et puis on le fait une fois l'année, puis on se reposera la question peut-être dans 18 mois ou 2 ans quand on aura des problèmes. Bon, c'est déjà mieux que rien. Mais une bonne sensibilisation, elle doit être permanente, elle doit s'adapter aux populations, et puis elle doit, si possible, intégrer des éléments de contexte de comment l'entreprise est sous attaque. Et donc, il y a des... Alors après, là, c'est plus des discours de vente de produits, mais c'est quand même très intéressant. Il y a des offres de produits qui permettent... il y a des produits qui permettent de savoir, par exemple, dans une entreprise, qui reçoit des mails d'attaque à fort potentiel, qui vont demander des virements à l'extérieur, etc., etc. Et avoir cet outil-là, cette vision-là, c'est déjà très important, parce que ce n'est pas forcément le PDG ou le directeur financier, ce n'est pas le VIP qui va forcément être ciblé. C'est ce qu'on appelle, nous, chez Proofpoint, là, je vais faire un peu de commercial, mais ce qu'on appelle les VAP, les Very Attacked Persons.
Et ce n'est pas forcément celle qu'on croit. Et c'est sur celle-là qu'il faut mettre un petit effort de sensibilisation, un petit tour de roue, et c'est reparti. Et avec eux, on garantit que l'entreprise sera mieux protégée du coup. Voilà. Bonjour. Pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, l'obsession de la data, surtout le cycle de vie du bâtiment, comment vous appréhendez la SBA dit l'article 1 de BIM, c'est toute data appartient à la maîtrise d'ouvrage. Comment vous sensibilisez le design by privacy de la maîtrise d'œuvre? Qui est assuré pour le hacking de la tour Montparnasse en phase étude, 250 millions d'euros de travaux? Qui est assuré? Qui a la responsabilité de s'assurer? Et qui a la délégation de pouvoir? Comment ça va se passer, quoi? Si demain, le cabinet d'architecture se fait hacker la maquette numérique, qui devait assurer cette maquette numérique? Donc là, il y a beaucoup de questions très intéressantes. Je ne pense pas avoir la réponse à tout. En tout cas, un élément qui est clair, c'est que la cyberassurance n'est pas la réponse, n'est pas la chose à regarder en premier lieu. La chose à regarder en premier lieu, c'est mettre en place un système de management de la sécurité de l'information face à des risques identifiés. Et dans le cas, par exemple, d'un cabinet d'architecture, si tout est fait en mode numérique, son risque identifié fort, c'est effectivement le vol de plans en cours de travail, etc. Si l'architecte ou le cabinet de la construction a obligation sur les marchés publics, c'est une forte recommandation, mais demain c'est une obligation, entouré de conseils, assistants à maîtrise d'ouvrage, BIM et j'en passe, c'est des meilleurs, de produire une data de qualité de la détection d'une opportunité foncière jusqu'à la déconstruction de l'immeuble. Donc c'est une obligation. Ce que j'entends, c'est que le maître d'ouvrage, lui, aura l'entière valorisation aux propriétés de la data, et le maître d'œuvre, lui, devra avoir la responsabilité de protéger cette data pendant qu'elle est sur ses serveurs. Si le maître d'ouvrage a la propriété de la data, alors il s'assure sur sa data de la détection d'une opportunité foncière. Et quand il donne délégation de pouvoir à un mandataire maître d'œuvre pour pouvoir fabriquer un bâtiment, ce n'est pas au mandataire de pouvoir s'assurer sur la maquette numérique. Ils n'arrivent déjà même pas à acheter Revit. Non, mais à partir du moment, enfin, là, c'est pas mon domaine de spécialité, donc entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, il y a peut-être des responsabilités que je ne maîtrise pas. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous traitez de la donnée numérique, vous avez un ordre de service, vous avez une mission, c'est votre responsabilité de protéger les données que vous produisez. Ça, je ne rentrerai pas sur ce... Parce que comme il y a personne, la foncière veut des data rien que pour moi, pour les valoriser. Oui. Tu auras de la data qui sera smart, elle sera produite, raffinée, valorisée. Je suis un producteur de data, parce que moi je suis maître de produire de la data, c'est moi le sachant. Et je ne vais pas en plus m'assurer par défaut si elle t'appartient, ça doit t'assurer. Je ne suis pas aussi sûr que ça, parce que en informatique, en informatique, le concept, par exemple, d'externalisation et de sous-traitance ne déresponsabilise pas le donneur d'ordre. Non, mais dans ce cas-là, les deux doivent avoir leur niveau de gestion de la cybersécurité adapté à leur... J'ai entendu tout à l'heure, si je connais mon immeuble et qu'il est smart, je le vendrai avec 5% de bonus à la sortie. Ça, c'est bullshit, parce que ce n'est jamais constaté. Et je pense qu'il y aura beaucoup de DO numériques dans le cloud qui seront des maquettes numériques mornées, comme dirait M. Cargoa. C'est-à-dire, il va y avoir un cimetière, moi j'appelle ça un paradis de données qui vont tourner dans le cloud, qui vont être cyberattaquables à n'importe quel moment. En tout cas, si l'architecte, parce que là vous parlez effectivement de cyberattaque, mais un architecte avec un serveur dans un bureau avec une porte qui n'a pas 3 points de contact, il y a d'autres façons d'avoir accès à la donnée. Bah, donc déjà, on n'arrive même pas, les maîtres d'œuvre, à acheter pour pouvoir produire de la maquette, à avoir des assurances civiles pro, à avoir des assurances, parce que l'architecte, c'est le mieux assuré dans la chaîne de valeur. Moi, j'entends que la maîtrise d'ouvrage va avoir une data pure, magnifique, servant des services à l'utilisateur, mais il va falloir qu'elle paye en plus pour la protection de ces datas.
Il y a un moment donné où, quand on se rend compte de la valeur de la data, on met en face les moyens de la protéger. Et voilà, c'est un cheminement qui est peut-être plus mature, plus mûr dans certains secteurs d'activité. Moi, je travaille beaucoup avec les banques ou le secteur de la santé. Bon, même s'il y a des contre-exemples dans l'actualité régulièrement, c'est quand même des secteurs qui connaissent la valeur de la donnée et qui savent que pour la revente valorisée, ils prennent des garanties derrière, avant, quoi. Donc j'entends bien que dans votre domaine, a priori, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de data qui est générée, mais on ne sait pas encore bien, a priori, qui va payer pour préserver cette data. Voilà, question. Rendez-vous dans un an, peut-être pour la prochaine édition de cet événement, voir si les choses ont progressé. Moi, j'aurais une toute dernière question, si vous le permettez. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de services, d'applications pour les salariés, les collaborateurs. Et on a beaucoup parlé de mots de passe. Il y a cette demande aujourd'hui de n'avoir plus qu'un mot de passe, un mode de connexion unique pour accéder à tous ces services. Est-ce que là, il n'y a pas une augmentation du risque, du coup, avec ces pratiques de piratage par email? Est-ce que le mot de passe, à l'heure du digital workplace, n'est pas complètement dépassé, qu'il faut passer à d'autres solutions pour sécuriser les accès? Le mot de passe, c'est vraiment la solution historique quand on a voulu mettre des contrôles d'accès sur les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, ça perdure, c'est dans les usages, et puis bon, voilà, les systèmes sont designés comme ça. Mais il y a beaucoup de nouveaux modes d'authentification sur la digital workplace ou sur le système d'information qui sont assez éloignés du mot de passe. On peut aller jusqu'à de la biométrie, de la proximité, un badge de proximité. Vous arrivez près de votre machine, elle se délogue, vous pouvez travailler, et vous reculez, vous êtes à plus d'1,50 m de la machine, l'écran se verrouille et donc personne ne peut travailler à votre place. Il y a vraiment beaucoup d'autres systèmes qui existent aujourd'hui, qui sont innovants. La difficulté, c'est qu'il faut être sûr de bien pouvoir les maîtriser et de ne pas introduire de nouvelles failles. Et là, tout le système s'écroule. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais rien que ça, c'est un sujet qui pourrait mériter beaucoup de temps d'explication. Tout ce qui est authentification, identification, la biométrie, etc. Merci Loïc. On va maintenant passer à la dernière table ronde de cette matinée.